Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Gilles Genin, je dirige un bureau d'études télécom et je vais vous parler aujourd'hui de l'évolution des infrastructures et des réseaux dans les bâtiments et territoires. Alors tout d'abord, ces réseaux ont une équation à résoudre, c'est de rejoindre le temps long de l'usage immobilier avec le temps court de l'usage des services TIC. Et ce challenge-là, bien entendu, ne pourra être résolu que par une clé majeure qui est la flexibilité. Alors bien sûr, cette infrastructure a un profil, je dirais, qui est attendu, à savoir, de manière à ce qu'il puisse répondre de façon écologique et s'adapter à la grande versatilité et l'évolution rapide des systèmes. Son architecture de distribution devra donc être répartie, devra être capable d'évoluer, de revêtir n'importe quelle forme. Son exploitation devra être simple et sécurisée, sa capacité de connexion de terminaux devra être modulable en termes de densité, de localisation, de médium, de manière à pouvoir s'adapter à l'activité. Son débit, bien sûr, sera lui aussi pour cette même raison ajustable et suffisant au moins pour les 30 à 50 ans à venir d'exploitation du bâtiment. Et sa conformité aux standards publics, bien sûr, devra être totale. Et les services rendus devront être sobres en produits et énergie, de façon aussi à répondre aux contraintes écologiques et énergétiques. Alors tout d'abord, une première architecture que l'on appelle le POL, pour Passive Optical LAN, qui est standardisé, lui, par un comité international qui s'appelle l'ITU. Donc son architecture est répartie, les nœuds sont distribués un peu partout dans le bâtiment et les espaces d'activité. Elle est arborescente, c'est-à-dire qu'un point nous permet de distribuer plusieurs points. Elle comporte 3 nœuds de connexion constitués par le répartiteur général qu'on se trouve dans un local au sous-sol en général, le répartiteur optique qui lui se situe en gaine technique du bâtiment et le splitter qui lui se situe en général à proximité du terminal à distribuer. Sa préconnectorisation est possible. Cette préconnectorisation présente un intérêt puisque tous les liens sont prééquipés d'usines et testés avec leurs connecteurs, ce qui permet d'accélérer considérablement les déploiements et d'éviter les erreurs de câblage lors de la mise en œuvre. Le réseau est basé sur un Ethernet mais qui n'est pas natif, il est multiplexé sur un circuit GPON, en débit de 1 ou 10 gigabits. Ce circuit GPON est constitué de 2 équipements, que sont l'OLT pour Optical Line Terminal et l'ONT pour Optical Network Terminal, que l'on trouve à l'extrémité, côté terminal. Sa consommation moyenne par port oscille entre 3,5 et 5,1 watts, ce qui est assez élevé. Et sa chaîne de liaison est assez complexe, puisque l'on voit et on dénombre 5 points de coupure, entre l'origine des données et son exploitation au niveau du terminal, avec 1, 2, 3, 4 et 5 points entre les deux. Autre architecture, le FTTO, pour modèle Fiber to the Office, lui est conforme au comité international I3E, exclusivement pour le bâtiment d'activité. Son offre est restreinte pour l'instant à 2 industriels. Les nœuds de connexion, là encore, sont répartis et distribués dans le bâtiment. Son architecture est étoilée, nous sommes face cette fois à une architecture qu'on appelle pointe à point. Une paire de fibres à une origine donne une paire de fibres à l'extrémité. Sa structure est assez simple, à 2 nœuds de connexion, avec toujours le répartiteur général dans son local et le boîtier d'épanouissement optique qui lui se situe en général dans les espaces de travail. Sa préconnectorisation n'est aujourd'hui pas proposée, et on a toutes les connexions qui sont faites sur ce système, qui sont réalisées en soudé, pas de flexibilité. Son réseau, par contre, est natif et présente un débit pouvant aller jusqu'à 10 gigabits. Ces équipements sont de l'Ethernet classique, avec le routeur Ethernet dans le répartiteur général et des micro-switches qui sont en extrémité pour connecter les terminaux. Sa consommation est voisine du modèle précédent, entre 2,2 et 5 watts, où là on paye en fait la forte consommation des cœurs de ce système. Et enfin, on a une chaîne de liaison relativement plus simplifiée qui comporte seulement que 3 points de coupure entre la source et le terminal que l'on a de l'autre côté. Enfin, troisième innovation, le FTTACP pour Fiber to the Active Consolidation Point. C'est un système conforme à l'I3E là aussi, ouvert à tous les industriels. Son architecture est également un nœud de connexion réparti. Par contre, elle est totalement polymorphe, c'est-à-dire qu'elle peut revêtir tout à fait n'importe quelle forme, en bus, en anneau, en boucle, etc. Sa structure est basée sur de la fibre optique, soit multimode, soit monomode, avec seulement 2 nœuds de connexion, constitués par le répartiteur général et le point de consolidation actif qui vient se mettre en place
directement dans l'environnement de travail. On a une préconnectorisation qui est native, prévue par le modèle. Toutes les liaisons sont livrées sur le terrain, préconnectées et testées par leur industriel. Le réseau est basé sur l'Ethernet natif, avec un débit pouvant aller jusqu'à 20 gigabits. Les équipements qui le constituent sont là encore le routeur Ethernet et des switches d'accès durcis, Ethernet bien sûr. Sa consommation est beaucoup plus faible, comme vous le voyez, de l'ordre de 1,6 à 2,2 watts. Et sa chaîne de liaison est elle aussi simplifiée, puisque nous n'avons plus que 2 points de coupure entre donc les sources que nous avons ici et le terminal qui les exploite de l'autre. Alors, pour ce qui concerne donc les logements connectés, puisque jusqu'à présent nous parlions d'architecture qui se met en place donc dans des bâtiments d'activité, bien, il faut savoir que tous les logements peuvent avantageusement être connectés par l'antenne collective coaxiale existante qui permet déjà de distribuer la télévision grâce au protocole DOCSIS qui a été standardisé donc par l'ITU. Cette innovation, bien entendu, ne réside pas dans le protocole qui, lui, existe depuis 1998, mais par contre dans le contexte d'emploi de ce protocole qui est donc le résidentiel collectif. Donc il est supporté aussi bien sur fibre monomode que sur coaxial avec des débits pouvant aller jusqu'à 11 gigabits, donc ce qui est largement suffisant. DOCSIS donc utilise deux équipements, qui est donc le CMTS qui vient se mettre en tête à côté donc de la station de traitement de télévision TNT et le câble modem qui vient prendre place donc lui directement dans le logement. Et donc du coup cette solution permet de s'appuyer sur intégralement l'infrastructure coaxiale donc mise en place dans le bâtiment, quelle qu'en soit sa génération, et donc du coup évite de tirer les nouveaux câbles et peut être mis en place dans du neuf comme dans l'existant, tout en gagnant du temps et bien sûr de l'argent. Alors, concernant les réseaux sans fil opérés territoriaux, un réseau sans fil n'est jamais bien sûr que l'extrémité rayonnante d'une infrastructure filaire. On distinguera bien sûr les réseaux sans fil de couverture territoriale par rapport à ceux qui sont mis en œuvre dans les bâtiments qui sont eux plutôt de courte portée. Donc les nouveautés des réseaux radio territoriaux consistent surtout en LoRaWAN et Sigfox qui ont une portée assez étendue, de l'ordre de 50 km, mais avec des débits relativement faibles, pouvant descendre seulement jusqu'à 100 bits seconde. Bien sûr, cela est suffisant pour connecter des objets. La 5G, dont on nous promet donc le déploiement à partir de 2020, elle nous permettra d'avoir un débit bien plus élevé, tout en ayant une faible latence, donc ce qui permet son usage notamment pour des éléments mouvants, comme le sont les véhicules connectés. Et sa fréquence basse d'utilisation nous laisse entrevoir une bonne pénétration dans les murs des bâtiments. Alors pour la connexion des objets, nous avons différents protocoles, comme LoRa par exemple, qui lui présente l'intérêt de fonctionner sur une fréquence relativement faible, donc qui a une bonne portée, avec un débit qui est malgré tout largement suffisant pour un objet. On va noter aussi Enocean, qui lui présente l'intérêt de pouvoir utiliser des terminaux sans pile, donc du coup ce qui facilite l'entretien donc, des systèmes et des objets connectés grâce à ce protocole. Et puis bien entendu, on ne pouvait pas ne pas signaler les protocoles standards internationaux de l'I3E que sont le Zigbee et le Bluetooth Low Energy, qui eux peuvent avoir effectivement pour le Bluetooth un débit pouvant aller jusqu'à 1 mégabit avec des durées d'exploitation des piles de l'ordre d'environ 3 ans en moyenne. Donc le Wi-Fi est exploité pour la connexion sans fil de terminaux utilisateurs, donc sur un réseau Ethernet. Il évolue lui aussi, puisque le standard 802.11ax nous promet un débit de 10 gigabits, donc sa sortie devra se faire en 2019. Le débit net, je dirais, sera environ d'un tiers de ces 10 gigabits. Le Li-Fi aussi, qui consiste à exploiter la lumière et donc la modulation des ondes lumineuses pour transmettre des informations, dont la portée est seulement de quelques mètres. Un débit utile de seulement 40 mégabits, mais suffisant. Standard, bien sûr, I3E. Pas d'interférence avec les autres systèmes. Et bien sûr, cela peut être une réponse aux problèmes d'environnement où on a des soucis d'électrosensibilité. On pense notamment aux écoles, hôpitaux et autres crèches qui sont sensibles à ce genre de choses. Enfin, nous pouvons anticiper aussi le futur avec un développement de l'usage du courant continu grâce au PoE, qui est le Power over Ethernet, qui va nous permettre de mutualiser en fait l'usage du câble à deux fins, donc connecter le terminal au réseau et l'alimenter électriquement. Donc du coup, on mutualise un même composant pour deux usages, donc on fait une économie de produits, donc de matières premières ainsi que de composants.
Et ces avantages, c'est des économies importantes de cuivre, bien sûr, avec une simplification de l'ensemble et une alimentation qui peut être pilotable. Son standard I3E est déjà apte à supporter 15,4 et 30 watts, avec seulement 20% de perte sur environ maximum 90 mètres de câble. Et on prévoit des puissances qui seront délivrées de 60 et 90 watts dès l'année prochaine, puisqu'il sera la sortie du standard final se fera donc en 2019. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.